présente. Donc, Amandine Janson, je travaille au Palais des Beaux-Arts de Lille depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai occupé plusieurs fonctions. Aujourd'hui, je suis en charge des projets de médiation et de communication numérique. Donc, ça inclut l'administration de notre site Internet, d'une partie des réseaux sociaux et la production, le suivi de production et le développement des outils de médiation numérique. Donc, ça peut être les tables tactiles installées dans le musée, le visioguide, etc. Tous les outils que vous connaissez. Ah, je vois que non. Vous voyez toujours le partage d'écran? On le voit Non, plus. on a perdu votre écran, ouais. Ah oui, je vois, oui, je me rends compte. Attendez. Alors, ouf, on recommence. Voilà. Hop. Et donc, merci de votre invitation. Aujourd'hui, je prends la parole aux côtés d'Antoine, que je vais laisser aussi se présenter en introduction, puisque nous avons collaboré étroitement, même à l'édition 2018 de Muséomix au Palais des Beaux-Arts, au mois de novembre 2018. Et merci Amandine. Donc oui, moi je suis Antoine Matrion, je suis aujourd'hui président de l'association Muséomix Nord. C'est à ce titre-là que je suis invité aujourd'hui et par ailleurs je suis chargé de projet innovation numérique et technologique au sein des bibliothèques de l'Université de Lille. Donc l'aspect thématique de la journée sur la recherche, évidemment, m'intéresse aussi du fait de mon poste professionnel. Voilà, mais je suis là pour parler de Muséomix. Et je te redonne la parole, du coup. Oui, j'ai plusieurs exemples. Aujourd'hui, quand j'ai reçu effectivement la thématique du séminaire, on avait d'abord pensé à Muséomix, bien sûr. Un exemple qu'on va vous développer en quelques minutes, mais j'ai deux ou trois autres exemples de recherche participative à vous partager aujourd'hui à la suite de Muséomix. Mais on peut commencer par Muséomix. Je recède la parole, Antoine. Alors, je pense que l'intervenant précédent a déjà un petit peu parlé de Muséomix, mais ça revenait quand même, ça vaut la peine quand même de resituer pour l'ensemble des participants ce qu'est Muséomix. Et ça, je pense, alimentera aussi éventuellement le débat ensuite. Donc, Muséomix, Muséomix Nord, nous n'en sommes pas les initiateurs. Les initiateurs sont ce qu'on appelle les fondateurs de Muséomix, voilà, qui avaient fondé le premier Muséomix en 2011, si je ne dis pas de bêtises, donc ça commence à remonter maintenant, avec un enjeu qui était une devise People Make Museums. Et donc, un enjeu, c'est d'inviter le public à s'approprier un musée pour réinventer sa médiation, mieux connaître ses équipes et travailler en bonne intelligence avec les autres corps de métier. Un événement de 3 jours de type hackathon. À la fin, on invente, on fabrique des prototypes de médiation et à la fin, le public les teste pour se les approprier. Alors, par rapport à la thématique de la journée, évidemment, la dimension participative et collaborative, elle est de deux ordres, et ça va peut-être complémenter ce que disait M. Puig éventuellement, avec une petite limite peut-être, c'est qu'il y a deux profils de participants en Muséomix. Il y a les gens qui participent, ce que nous on appelle les participants, qui vont donc inventer, concevoir et fabriquer ces prototypes-là, et ces gens ne sont pas des amateurs en fait, ce sont bien des professionnels. Alors on les sélectionne avec des compétences professionnelles, et j'y reviendrai après sur l'édition 2018 précisément, et ensuite ce sont ces idées-là qui vont être confrontées au regard du public. Et donc, il y a un travail du coup de rencontre entre ce travail fait de façon collaborative entre les participants et le musée, et peut-être la dimension participative vient du fait que le public va arriver donner son propre regard sur ces créations-là. Mais dans la dimension muséomix, au moment comment dire, de l'invention de ces dispositifs-là, finalement, le public n'intervient pas. On est plutôt sur alors ce qu'on appelle du muséo geek, voilà, ou de l'amateur éclairé de musée, voire du professionnel de musée ou de la culture, qui est en fait un participant au Muséomix. J'insiste sur le fait que ces idées, du coup, ont une légitimité de fait. C'est ce que moi je pense, du fait de leur origine, c'est-à-dire de cette double origine, de leur origine première et du fait qu'ensuite elles soient évaluées par le public. Ça ne veut pas dire que ce sont des bonnes idées, forcément, mais ces idées doivent être prises en compte, voilà, par l'institution. Ensuite. Voilà, diapo suivante, du coup, Amandine, s'il te plaît.
Donc, je représente l'association Muséomix Nord que je préside. Alors, on aime bien se vanter un petit peu. On est la seule association parmi les associations Muséomix à avoir organisé Muséomix tous les ans depuis 2013, sauf en 2020, parce que là, on n'a pas pu, comme d'autres institutions. Donc, volontairement, on vous a montré ici la liste, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, en 2018, le Palais des Beaux-Arts de Lille, on a organisé encore 2 éditions depuis. Ce qui est intéressant peut-être par rapport à notre association, c'est que du coup, on a un regard assez large sur le concept de Muséomix. Moi, personnellement, j'ai participé à toutes les éditions. Et voilà, ça nous permet d'avoir un regard un peu plus, peut-être, je sais pas, divers et large sur le concept de Muséomix, parce qu'on a muséomixé plein de musées différents, que ce soit sur le plan thématique, sur le plan de la taille des musées, sur le plan du contenu, du type institutionnel. Voilà, donc on a un prisme qui est assez large. Et alors, pour revenir précisément sur l'édition de 2018, parce que c'était ce qu'on nous a demandé. Donc ça, c'est les infographies bilan qu'on avait tirées avec le Palais des Beaux-Arts. Alors, elles sont faites de plein de chiffres très divers les uns les autres, plus ou moins anecdotiques, comme le nombre de litres de bière et de bonbons consommés. Je précise aussi qu'on organise Muséomix Kids, du coup, qui est la 2e infographie. Pareil, on est la seule communauté Muséomix à organiser ça, où là, on fait participer des enfants en tant que créateurs et qui après viennent confronter aussi leur création au public. Donc voilà, on est dans la même démarche, mais appliquée à des enfants. Alors là, pour le coup, qui sont totalement amateurs, si je reprends le terme de tout à l'heure. Ce qui est important de synthétiser par rapport à ces 2 infographies, c'est que pour nous, c'était l'édition, c'était un super muséomix, je ne sais pas si je peux dire ça, surtout en termes de taille, en fait, puisqu'on avait un musée qui est un des plus grands musées de notre territoire, avec un volume de participants plus important que dans toutes nos éditions, puisqu'on avait 7 équipes, si je ne dis pas de bêtises, et surtout beaucoup de public qui est venu voir et tester les créations, ce qui, en termes d'analyse après, nous a appris beaucoup de choses, mais je pense qu'Amandine y reviendra aussi. Voilà, et puis diapo suivante. Voilà, je pense que c'est toi qui dois en parler, ça, Amandine, ou pas? Alors, je ne me souviens plus. Oui, c'est des données que j'ai reprises directement du petit bilan qu'on avait fait après. Alors, effectivement, il y a eu un effet du côté public de fréquentation, hein, puisqu'on a eu 1400 personnes sur la journée de restitution, avec un pic le dimanche après-midi. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais la restitution des travaux des kids était aussi un moment particulièrement enrichissant et même un peu émouvant, puisque chaque équipe était amenée à venir présenter son dispositif sur la scène, en présence des élus, du directeur du musée, etc. Et voilà, ils en parlaient très très bien. Et c'était assez incroyable de voir ce qu'ils étaient capables de produire en quelques heures. Donc, il y a eu de ça. Côté participants, on n'a eu que des bons retours, je pense, hein, en tout cas, ou alors on garde le meilleur, mais en tout cas, bon, on avait un certain nombre d'espaces et d'outils mis à disposition, puisque le musée a quand même des espaces notamment de menuiserie, des ateliers techniques, voilà, et toute l'équipe avait été mise à contribution. Donc, c'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne, hein. Ça peut pas être porté par un seul service du musée. Tous les services, et notamment les services techniques, ont été ultra sollicités pendant ces 2-3 jours. Mais voilà, c'était la condition pour que ça fonctionne et pour que tout soit prêt le dimanche après-midi. Donc de notre côté, voilà le bilan qu'on en a dressé. C'était vraiment un exercice en termes de management et on parle souvent voilà d'exercices de séminaires de cohésion de groupe. Et ben Muséomix, ça vaut tous les séminaires de cohésion de groupe. C'est le meilleur moyen de tester justement l'implication des uns des autres. Voilà, il y a eu vraiment un élan de la part des agents, de l'ensemble des services. On n'a obligé personne, c'était sur la base du volontariat. Et on avait établi, je me souviens même des grilles de présence, contrôler les uns les autres. Et finalement, une fois qu'on y était, plus personne ne voulait partir. Donc ça aussi, ça a participé de la cohésion des équipes et aussi du travail des participants. L'avantage qu'on a eu aussi au musée, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir conserver les dispositifs
pendant 2 mois, donc jusqu'au mois de oui, fin décembre, enfin, à peu près 2 mois, ce qui nous a permis bon, déjà de lui montrer au public bien sûr, mais de faire aussi d'autres rendez-vous presse, par exemple. Il y a eu des rendez-vous presse qui ont pu être pris dans les semaines qui ont suivi. Donc, un meilleur rayonnement du projet. On a pu aussi faire une petite enquête publique sur la réception des dispositifs par le public. Donc ça, c'était important aussi. Il y a le côté événementiel qui va bien sûr booster l'effet com, réseaux sociaux, etc. sur 2, 3 jours. Mais l'avantage de pouvoir conserver ces dispositifs, c'est de les éprouver, en fait, tout simplement. De les tester. D'ailleurs, il y en a qui ont plus ou moins bien fonctionné, hein, on peut le dire. Mais, donc de ce côté-là, en tout cas, c'était hyper positif et les agents du musée, les agents de salle étaient ravis de voir que ça bougeait, que voilà, il y avait des constructions éphémères, voilà, qui les ont beaucoup intrigués au départ. Et voilà, eux aussi ont suivi le mouvement et les participants, en tout cas, ont su engager les équipes et provoquer, impliquer tout le monde. Et ça, je pense que c'est l'esprit muséomix qui fait que tout se fait dans un esprit de convivialité, de simplicité. Et je reviens sur ce que tu disais, Antoine, sur l'idée de légitimité. C'est hyper important aussi. Les équipes du musée, elles sont là en soutien. Elles sont un petit peu, entre guillemets, des cautions scientifiques du contenu de médiation, mais en aucun cas, elles ne vont émettre des avis sur la légitimité des dispositifs. Donc voilà, comme tu disais, toute idée est légitime dès lors qu'elle est voilà, partagée et portée par l'équipe. Donc ça, je trouvais ça aussi important de le souligner. Nous, on est là en soutien. On est là pour rendre les choses possibles. Et de ton côté, voilà, je te laisse faire le bilan. Du côté de l'association Muséomix Nord, mais évidemment, ça a été très important parce que c'était la première fois où on se confrontait à un si large public. Alors, on a donné les chiffres de fréquentation. Par correction, je n'ai pas donné les chiffres de fréquentation qu'on a eu sur nos autres éditions de Muséomix, mais évidemment, on n'était pas du tout sur les mêmes niveaux d'échelle. Alors, à part au Louvre-Lens, mais au Louvre-Lens, on était sur la première édition, donc on n'était pas au cœur de l'organisation comme ensuite. C'est la seule édition où on a eu aussi un très large panel de participants avec des profils très divers. Je m'explique. C'est la seule édition où on a vraiment dû sélectionner les participants, en fait. Par rapport à nos autres éditions, on ne déborde pas toujours de candidats, ou plutôt selon les compétences, on ne déborde pas de candidats, alors que là, on a vraiment débordé de candidats. Donc, on a pu faire vraiment un large panel de participants avec des profils très divers, ne serait-ce qu'en termes de nationalité, par exemple, parce qu'on avait pu avoir des gens qui venaient de divers pays européens. D'ailleurs, pour rappel, c'est à cette édition-là qu'on avait eu aussi une équipe entièrement composée de professionnels de musées européens dans le cadre d'un projet qui était porté par Muséomix Global. Jean-Pierre Girard pourra le dire mieux que moi, j'ai vu qu'il était dans les participants parmi les spectateurs. Voilà, il y a un projet européen qui finançait cette idée-là. Et deuxième point, c'est aussi le travail, mais sur lequel Amandine va revenir ensuite, sur l'évaluation de l'appropriation des prototypes par le public, qui est dans une démarche de recherche et pour lequel nous, en tant qu'association, on n'est pas équipés en fait. Voilà, pour l'effectuer. On est une association de bénévoles qui sommes là principalement pour organiser un événement en collaboration avec un musée. Et ça nous fait déjà beaucoup de travail. Donc, assurer derrière un travail plus de recherche, d'évaluation sur des prototypes, on ne sait pas le faire. Et du coup, le fait que le musée ait mis ça en place, pour nous, a été vraiment très instructif et instructif pour la suite et nos éditions suivantes. Et alors, évidemment, l'impact médiatique quand on fait un événement au Palais des Beaux-Arts est intéressant pour nous en tant qu'association, puisqu'on acquiert une reconnaissance alors qu'on avait déjà, et on bénéficiait déjà, nous, de la marque Muséomix, qui existe par ailleurs, mais là, on a peut-être été plus identifié comme Muséomix Nord, et évidemment, c'est très favorable pour nous. Et ce que je n'ai pas indiqué sur la diapo, mais que je voulais dire effectivement, dans la logique participative, c'est que la logique participative dans Muséomix, elle ne se limite pas qu'aux participants au sein des équipes, elle va jusque, évidemment, aux équipes du musée. Et effectivement, dans la logique de Muséomix, un responsable d'atelier, il a quelque part la même valeur qu'un conservateur. Et j'ai un très grand respect pour les conservateurs, évidemment. Mais voilà, pendant ces 3 jours-là, toute parole doit être prise en compte. Et finalement, le prototype, avec tous ses défauts, au final, reste le reflet de cette communauté éphémère qui se réunit
pendant 3 jours et qui va de nous, les organisateurs bénévoles de l'association, aux participants, au personnel du musée et même jusqu'aux visiteurs. Voilà. J'ai fini. On a fait le tour, oui. Mm. Tu voulais compléter ou pour toi c'est... Non, vas-y, je te laisse. Oui. J'enchaîne sur rapidement sur quelques autres exemples, puisque donc votre proposition d'intervention aujourd'hui a fait écho à d'autres projets en cours et ça rentre tout à fait dans la démarche de recherche que soulignait Antoine dans les processus d'évaluation, c'est-à-dire que quasi tous les projets du musée sont évalués d'une manière ou d'une autre. Et donc on a pris l'habitude de sonder nos visiteurs sur un certain nombre de sujets et de supports. Je pense notamment à tout ce qui est support de médiation, que ce soit une médiation physique, type panneau de salle, cartel ou numérique, sur tous les outils qu'on connaît et qu'on développe aujourd'hui. L'enquête, elle reste l'outil principal. Pourquoi j'ai inclus aussi les enquêtes de public aujourd'hui dans cette intervention, c'est pour vous signaler que ces enquêtes-là, on ne les mène pas tout seul. On n'est pas expert, on n'est pas sociologue, et donc ces enquêtes-là, pour les réaliser, on s'adosse toujours soit à des projets de master, d'université ou de laboratoire de recherche. Oui, dernier exemple en date autour de l'exposition Expérience Goya qui vient de fermer ses portes. L'enquête a été menée, analysée, dépouillée par un groupe d'étudiants de Sciences Po Lille, puisque ce sont des étudiants qu'on accueille régulièrement dans le cadre de leur projet. Et ils nous ont déjà livré d'ailleurs leur conclusion. Ça nous a permis, de connaître la composition sociodémographique, ça c'est la base, mais aussi et surtout d'éprouver, de mesurer les caractères un peu innovants de cette exposition, puisque c'est une exposition en partie immersive où le multimédia et le numérique étaient dans des proportions développées, dans des proportions plus importantes que la moyenne de nos expositions habituelles. Et il y avait également un contexte de production éco-responsable qu'on a voulu rendre visible aussi dans l'exposition. Et ça a pu être l'impact de cet aspect-là a pu être mesuré dans le cadre de cette enquête. On mène également ce qu'on appelle en interne des focus group, donc ce sont simplement des panels d'utilisateurs que nous réunissons dans le cadre de petites séances qui ont lieu généralement soit en soirée, la semaine ou alors le week-end. Et que nous réunissons sur la base d'un projet qui est en cours de production, généralement. On leur donne des choses à voir et à tester. On leur demande pas uniquement un avis comme ça informel. Donc on leur fait tester des choses. Actuellement, on est en train de constituer les focus group pour la prochaine refonte du site internet, et on mène parallèlement à ça des focus group également sur la refonte de nos cartels. Voilà. En ce qui concerne un exemple de constitution de focus group actuellement sur la refonte du site web. Alors là, il y a une catégorisation par tranche d'âge, mais ça peut être tout à fait autre chose. Donc, on a un panel jeune, un panel plutôt senior, et puis un groupe de visiteurs un peu avertis, rattachés au monde professionnel du patrimoine ou des musées. En termes de méthodologie, encore une fois, on ne fait rien tout seul et on se fait accompagner depuis plusieurs années d'une professeure en marketing de l'EDEC, EDEC Business School, donc qui est implantée ici à Croix, juste à côté de Lille. Et elle assiste, elle nous guide dans tout ce process de focus group, mais elle a également formé un certain nombre de personnes ici du musée. Donc nous sommes aujourd'hui en mesure de mener ces expérimentations de manière autonome, même si on partage toujours l'analyse et les résultats avec elle. D'autres programmes universitaires de recherche avec qui on développe d'autres projets dans le même ordre d'idées, ce sont je vous en parlais, il y a eu un protocole d'expérimentation qui a été mené sur nos nouveaux cartels.
sachant que tout le département Moyen-Âge et Renaissance est actuellement en travaux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les collections ont déménagé et on a réuni une quarantaine de chefs-d'œuvre dans la toute première salle du parcours de l'étage. Et donc, ça a été la première salle dans laquelle nous avons installé les nouveaux cartels et on a pu donc les tester avant d'embrayer sur la suite de la production. Je vous ai mis juste quelques photos pour illustrer le propos. La maquette a changé, la ligne éditoriale a changé. Nous avons une nouvelle typologie de cartels, notamment les cartels famille, des cartels littéraires. Vous voyez, bon, ils sont petits, mais vous voyez un peu ce que ça peut donner. Et des cartels aussi qu'on appelle experts ou invités, c'est-à-dire que l'on invite des personnalités d'autres champs professionnels à apporter un point de vue sur l'œuvre d'art. Donc ça peut être les domaines de la science et des techniques, de la médecine, de la mode, de la gastronomie, enfin, que sais-je encore, qui accordent un autre point de vue sur l'œuvre d'art. Ces cartels-là viennent doubler le cartel générique et ne les remplacent pas, bien sûr. C'est en galerie de sculpture, donc il y a eu plusieurs enquêtes menées sous forme d'ateliers par une équipe de 4 chercheurs. Ensuite, il y a eu des entretiens enregistrés, donc en remémoration simulée, c'est-à-dire qu'on les interroge, on pose des questions ouvertes mais précises aussitôt après leur visite, ce qui permet de recueillir leurs impressions à chaud. Et donc, ça nous a permis déjà de dégager cinq éléments majeurs en ce qui concerne la perception de ces nouveaux supports de médiation. Donc, notamment un besoin de médiation sur les œuvres à caractère religieux, c'est-à-dire la quasi-totalité des œuvres du parcours Moyen-Âge. Une recherche un besoin de comprendre l'accrochage d'une salle. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément perçu, mais bien sûr, les conservateurs n'accrochent jamais les œuvres au hasard. Et ça, c'est quelque chose que les visiteurs auraient besoin de comprendre, notamment en ce qui concerne les collections du Moyen-Âge. Il y a énormément d'origines géographiques très diverses, avec des rapprochements qui peuvent parfois paraître un peu surprenants ou incongrus aux visiteurs. Donc ça aurait besoin d'être expliqué. Il y a eu aussi une expérimentation assez poussée qui nous a permis de faire de l'eye tracking sur les cartels pour le Moyen-Âge, mais aussi pour une exposition il y a 2 ans de ça, qui s'appelait Le rêve d'être artiste. Et c'était très intéressant de voir le chemin de l'œil qui fait comme ça sans cesse des allers-retours entre le texte du cartel et l'œuvre d'art. C'est-à-dire que le visiteur tente de vérifier quasi instantanément, il cherche à vérifier l'information qu'on lui donne. D'où l'intérêt aussi de renvoyer à des choses relativement précises dans le cartel, sans se perdre dans des considérations historiques ou trop générales. Donc la scénographie, on en a parlé en termes d'accrochage. Voilà, le besoin de comprendre au sein d'une salle qu'est-ce qu'il faut regarder. Alors, tout forcément, mais il y a un besoin, le visiteur cherche à comprendre, à créer une sorte de hiérarchie dans sa visite, et donc il a besoin de comprendre quelles œuvres sont considérées comme des chefs-d'œuvre et pourquoi. Et la démarche, donc notamment de cartel famille, a été très bien reçue. On en avait déjà eu l'expérience dans des expositions temporaires. En fait, c'est un modèle qu'on a développé à partir des expositions. On faisait toujours des cartels famille pour les expositions temporaires et pas pour les salles. Or, les cartels famille sont lus par la quasi-totalité des visiteurs, y compris ceux qui viennent sans enfants, et ce qui fait que nous pensons aujourd'hui à développer aussi une autre typologie de support en FALC, donc français facile à lire et à comprendre. Donc voilà, toutes ces recherches ont orienté la suite de la production des cartels. On mène actuellement une autre enquête sur un sujet totalement différent, qui sont les pratiques photographiques de nos visiteurs. Donc c'est en lien avec un chercheur du CELSA. Et donc, on a déjà diffusé l'enquête en ligne via nos différentes plateformes et réseaux. Donc, les réponses sont en cours d'analyse. On a doublé cette enquête en ligne de focus group, puisque là, l'analyse est plus approfondie. Elle se fait en direct. Les entretiens sont enregistrés. On n'a forcément pas le même type de réponse que uniquement des questions à choix multiples qui sont diffusées en ligne. Donc, on a hâte
de connaître le résultat. On a déjà des relations assez privilégiées avec un groupe d'Instagrammeurs ici sur l'île et la métropole, mais voilà, on voulait aller plus loin. Et donc, ce sujet du visiteur photographe nous a vraiment intéressés et c'est un autre champ de recherche participative qu'on mène actuellement. Voilà, l'idée, c'est de mesurer l'engagement du visiteur par rapport au lieu. Quel est son rapport au lieu? Donc, pas uniquement aux œuvres, hein, mais aussi au bâtiment, à l'architecture, à son parcours dans le lieu. Comment est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait de ce matériau photographique? Est-ce qu'il le garde pour lui? Est-ce qu'il le partage dans un cercle intime ou plus large sur les réseaux? Et ensuite, ce qu'on a cherché aussi à comprendre, c'est comment était perçue la démarche du Palais des Beaux-Arts de rendre visible en fait ces prises de vue par nos visiteurs. On en est aujourd'hui à la 3e exposition de photos publiées sur Instagram. On a déjà organisé deux Instameet et donc qui ont été suivis de jurys qui ont sélectionné une 50aine de photos qu'on expose dans les salles du musée. Ça peut être, là actuellement c'est au niveau du café dans l'Atrium, mais une autre fois c'était à proximité directe des salles, dans les collections permanentes. Et donc voilà, on souhaite poursuivre cette démarche et rendre visible justement cet engagement des visiteurs par rapport à nous et l'institution. Donc on attend les résultats de cette enquête début avril. Et voilà, et j'ai terminé.